Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociale et environnementale un axe fort de leur stratégie. J'aime bien répéter ça, je le dis pratiquement à chaque émission. Bon, bonjour Émilie, mais je crois que ça pose les enjeux de cette demi-heure que l'on va passer ensemble. Au sommaire aujourd'hui, on va parler de mode éthique, naturel et éco-responsable avec Isabelle Capron, la directrice générale d'iCycle Paris. Notre débat RSE du jour porte sur un nouveau métier qui a le vent en poupe. Il s'agit de manager de transition. Et puis on va recevoir la déléguée générale du mouvement des entrepreneurs sociaux. Elle coordonne le collectif Nous sommes demain et lance un outil pour évaluer l'impact environnemental et social des entreprises. Ça s'appelle l'Impact Score. C'est parti pour Smart Impact. Et comme promis, notre invitée, c'est Isabelle Capron. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice générale d'iCycle Paris et la vice-présidente d'iCycle Shanghai Fashion Group. C'est une marque de luxe écologique. Vous allez nous expliquer ça pour les femmes et pour les hommes. C'est du Made in China. Et ça défend une mode éthique, naturelle et éco-responsable. Certains vont dire il y a des contradictions là-dedans, mais vous allez forcément les lever, ces contradictions. Lancées en 97 par un couple diplômé de l'école de design de la prestigieuse université Donghua, cette marque originaire de Shanghai se veut éco-bienveillante. Voilà deux termes là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, alors d'abord, vous avez parlé du Made in China. En fait, c'est le New Made in China. Cette marque, iCycle, en fait, incarne une nouvelle génération de marques dont elle est la pionnière, née à Shanghai en 1997, donc bien avant en fait les marques occidentales qui se sont intéressées à l'écologie, puisque aujourd'hui tout le monde ne parle que de ça. Et donc elle est née donc à la fin du XXe siècle avec au cœur de sa pensée une approche écologique influencée en fait par l'essor et quand même les ravages de l'urbanisation en Chine, donc une prise de conscience beaucoup plus précoce de la part justement de ces jeunes entrepreneurs chinois qu'il fallait avoir une approche beaucoup plus vertueuse dans ce secteur qu'ils avaient déjà identifié comme très polluant, ce qui est aujourd'hui l'actualité. Ouais. Et alors ça se concrétise comment quand on dit éco-bienveillante ? Qu'est-ce que ça veut dire éco-bienveillant ? Alors, on pourrait dire que c'est le pionnier de la mode naturelle et durable. On pourrait parler de slow fashion, on pourrait parler de green fashion, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en tout cas dans leur vision, que c'est la notion de bienveillance envers l'environnement et la nature, qui est d'ailleurs au cœur de la pensée chinoise de taoïsme. C'est intéressant de voir que les marques occidentales sont souvent inspirées à travers leurs créateurs, leurs designers d'un patrimoine. En fait, la Chine, qui est quand même une puissance résurgente et non émergente, puisqu'elle a 5000 ans d'histoire, en fait, elle puise désormais dans son patrimoine culturel. Donc, le patrimoine culturel de la Chine, c'est un rapport à la nature, une révérence à la nature qui est complètement à l'opposé des clichés, d'ailleurs, qu'on a, nous, en Occident. Mais il y a ce retour, en fait, à cette culture qui est l'harmonie entre l'homme et la nature. Et donc, ça veut dire quoi, éco-bienveillant ? On prend à la nature ses ressources naturelles, c'est-à-dire les matières premières d'origine végétale ou animale, donc le lin, le coton, le cachemire, la laine. Oui, et puis voilà, pas n'importe lesquels. Vous allez nous expliquer où vous allez les chercher. Ouais. Les meilleurs, ceux qui d'ailleurs sont dans le respect le plus éthique en matière de production, etc., qui les transforment en vêtements avec un design très minimal, anti-excès. Pourquoi ? Parce que quand le design est minimal, en fait, il y a moins de déchets de vêtements, enfin de tissus, et qui le produisent dans leurs propres usines pour maîtriser là aussi tout ce qui est énergétique, qualité, etc. et le distribuent dans des magasins qui sont eux-mêmes conçus avec des matières naturelles complètement recyclables. Donc, d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est une marque qui est éco-bienveillante et vertueuse dans ce qu'on pourrait appeler une forme de mode circulaire, si vous voulez, avec des vêtements, dernière brique, en fait, de la vision globale de cette mode, qui est des vêtements extrêmement durables, parce que quand on dit durable... Biodégradable, même. Biodégradable, c'est-à-dire qu'on parle de longévité du vêtement, c'est-à-dire que les pièces, qui sont en fait des pièces très élégantes, aussi bien esthétiques qu'éthiques, d'un vestiaire essentiel, peuvent durer une dizaine d'années. Et qu'on peut réparer, d'ailleurs. On peut réparer. Ça, c'est quand même très novateur.
consommateurs. On les ramène au magasin, c'est ça? Absolument. Ah oui. Bien sûr. Donc, en fait, c'est un Il y nouveau a un service luxe. pour ça. C'est la nouvelle nature du luxe. Et je suis convaincue, et d'ailleurs c'est le dessein des fondateurs de cette entreprise, qu'il va y avoir un nouveau segment qui va se créer dans la mode, qu'on pourrait appeler éco-fashion ou éco-luxe, qui va se créer sous l'influence aussi des nouvelles générations. Des nouvelles générations de porteurs de vêtements, mais aussi de créateurs d'entreprises. D'ailleurs, on voit aujourd'hui que germent énormément de nouveaux créateurs dans ce domaine. Mais ce qui est intéressant avec Icicle, c'est que ça fait plus de 23 ans qu'ils font ça. Donc, c'est difficile de faire de la mode écologique, si vous voulez. Oui, c'est coûteux. C'est difficile de le faire sur prendre des exemples concrets. sur une là. échelle industrielle. Alors, Par exemple, les matières premières, oui. le coton. Où est-ce que vous allez le chercher? En quoi ce coton, il respecte un certain nombre d'engagements pour la planète? Oui, alors vous avez raison, il y a tout un débat autour du coton, qui est l'une des matières les plus polluantes, puisqu'elle est consommatrice d'eau. Alors, je voudrais parler du coton dans l'ensemble en fait, des matières d'Icicle, parce qu'en fait, c'est un équilibre entre le coton, le lin, la soie, la laine. Et on privilégie de plus en plus, par exemple, le lin par rapport au coton, déjà. Et le lin est la matière la plus écologique qui soit. Et d'ailleurs, elle est très développée en Europe. Il y a énormément de producteurs. D'ailleurs, notre lin vient de Belgique. Ah oui, il y a du lin belge. Il y a énormément de lin, en fait, en Europe. Donc déjà, vous privilégiez cette matière-là par rapport à d'autres. Néanmoins, on utilise du coton, bien sûr, un coton biologique. Bien sûr. On a des fournisseurs très en avance en matière de coton qui se situent au Japon, d'accord, mais aussi en Chine. Donc, on a tous nos fournisseurs sont en fait sélectionnés sur des bases d'audit très réguliers qui sont faits d'ailleurs par le fondateur lui-même, qui est un amoureux des matières. Qui fait des tournées en Chine, au Japon, en Italie pour visiter en fait ces fabricants. Donc le coton représente un peu moins de 25% en fait de nos matières. Donc il est certifié organique BCI, Better Cotton Initiative. Le lin vient de Belgique. Il représente aussi environ 25% et on va pousser, parce qu'il y a beaucoup d'innovation aussi dans le lin. J'entendais ce matin la ministre de l'écologie, Madame Pompili, qui parlait de l'importance de l'innovation en matière de lin. Et vous avez remarqué qu'il y a un plan de 30 milliards qui est mis sur l'écologie par le gouvernement. Donc en fait, c'est en train de devenir le sujet du moment. Sur tout ce qui est laine, cachemire, en fait, ce sont là aussi des fournisseurs extrêmement contrôlés par... Est-ce que ça coûte forcément plus cher dans ce cas-là? Oui, bien sûr, ça coûte plus cher, absolument. C'est l'un des enjeux, je dirais, de l'industrialisation à grande échelle des marques de mode écologique, c'est que ça a un coût. Mais c'est justement depuis bientôt 25 ans qu'ils ont développé énormément de techniques novatrices, par exemple de teinture végétale. Donc c'est difficile de faire de la teinture végétale à base de thé, à base de fleurs, à base d'écorce de bois, par exemple. Donc ce sont des techniques qui sont difficiles à fixer, qui sont chères, mais ces efforts, si vous voulez, depuis tant d'années, font que sur une base industrielle, on est arrivé à baisser les coûts. Et donc avoir aujourd'hui un vestiaire qui est, je dirais, au juste prix. Alors comment vous expliquez la fulgurante croissance d'Icicle et son lien si particulier avec la France que vous incarnez du coup? On peut voir les chiffres clés d'Icicle pendant ce temps-là, de la création en 97 jusqu'à l'ouverture de la boutique à Paris en 2019 et bientôt une deuxième. Alors l'évolution de la marque. Alors l'évolution de la marque, elle est portée par l'essor inouï de la Chine. Donc, ça depuis 40 ans, mais encore plus depuis les 20 dernières années. Il y a un essor qui est complètement lié à l'urbanisation de la Chine, puisqu'elle était rurale à 75% en 90, et qu'elle est aujourd'hui urbaine à plus de 60%, et que ce sera 75% dans une dizaine d'années. Donc, si vous voulez, ce mouvement sur des échelles d'habitants qui est considérable, puisqu'on parle d'un passage de 100 à 500 millions d'urbains actifs aujourd'hui, crée une demande quantitative. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'évolution des mentalités en Chine. Il se passe que, en fait, je pense qu'on sous-estime en Occident, même si on commence vraiment à en parler et que la situation actuelle a mis le projecteur sur la Chine,
On sous-estime en fait l'évolution des mentalités en Chine, l'évolution de l'appétit de consommation en Chine et surtout de la recherche de qualité. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des crises alimentaires, il y a eu des crises aussi vestimentaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en fait, qu'est-ce qu'on donne à son enfant, comment on alimente son enfant, qu'est-ce qu'on met sur nos peaux, etc. Donc ça a boosté cette marque qui depuis son origine est une marque au fond de sécurité aussi, non seulement de chic, de style, mais aussi de sécurité. Et il y a une demande croissante des Chinois de qualité et de marques domestiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un phénomène, ça fait partie de l'évolution des mentalités, de fierté chinoise, qui est que en fait, ce pays, à travers ces nouvelles générations, comprend qu'elle est en train de devenir créatrice de valeurs, créatrice de marques. Il faut voir aussi que dans d'autres domaines comme l'automobile ou par exemple la technologie en particulier, la Chine a pris de l'avance. Il y a les fameux BATS aujourd'hui, BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei, qui font compétition à toutes les marques occidentales, et ce, dans beaucoup de secteurs. Et la mode est un secteur où, de même qu'il y avait eu, si vous voulez, une vague de marques japonaises à la fin des années 80-90, il va y avoir une nouvelle vague de marques chinoises qui va avoir un destin international. Beaucoup. Merci Isabelle Capron. Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Icycle Paris, vice-présidente de la marque au niveau mondial. Merci et à bientôt sur Bismart. On passe au débat du jour, le management de transition. Qu'est-ce que le management de transition ? C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, j'accueille tout de suite nos deux invités. Patrick Abadie, fondateur de Delville Management. Bonjour. Bienvenue. Et Benoît Durand-Tisnès, président de Wayden. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue vous à vous êtes aussi. tous les deux, vous travaillez pour deux cabinets spécialisés en management de transition, ça tombe bien du coup. Oui, parce que c'est le thème du débat. Exactement. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner une définition peut-être de ce qu'est le management de transition ? On commence par vous. Eh bien, écoutez, le management de transition, je crois que simplement, c'est d'aider les entreprises à franchir des caps à des moments décisifs de manière opérationnelle avec des dirigeants de transition, les meilleurs de préférence, pour une période déterminée. C'est-à-dire qu'on arrive dans l'entreprise à un moment clé avec une feuille de route bien déterminée pour une durée donnée et on va avoir un impact opérationnel quotidien dans le management, dans les enjeux de l'entreprise sur des sujets et sur des fonctions et dans des secteurs différents pour pouvoir faire passer d'un point A à un point B une problématique concrète. Patrick, oui, Abadie, c'était une mission ponctuelle, c'est ça ? Exactement. Grosso modo, on a un acteur du e-commerce qui grossit trop vite, hyper croissance, c'est le bazar dans les entrepôts, il nous appelle, il a besoin d'un patron de la supply chain, on lui trouve une personne pour lundi prochain, durée moyenne de la mission 9 mois, et on travaille la moitié de notre chiffre d'affaires dans le monde industriel, le reste dans le monde des services. Donc transition, rien à voir avec la transition écologique ? Alors, la transition, c'est le management de transition qui correspond à transformer, à aider les entreprises à se transformer. Mais il est vrai également que nos managers de transition et certains d'entre eux sont impliqués dans la transition écologique parce que de nombreuses entreprises sont impliquées aujourd'hui. Mais c'est de la gestion de crise aussi. Alors, c'est pas seulement de la gestion de crise. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les entreprises doivent se transformer. Si elles se transforment pas, elles survivent pas. Et ça impacte tous les sujets de l'entreprise. Vous parliez tout à l'heure de transition écologique. On parle même de responsabilité sociale et environnementale, qui est le sujet de cette émission. Je pense que ça touche aussi bien l'environnement, mais aussi le care des salariés à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, dans les produits, les consommateurs. C'est-à-dire qu'avant, on était dans de la transition, dans la transition liée à la transformation digitale, par exemple, des entreprises. Là, maintenant, on est plus sur des problématiques éco-responsables ? Oui, mais ça, c'est des sujets d'actualité
d'actualité. La transition digitale, on en a beaucoup parlé. Maintenant, c'est un non-événement dans la transformation d'entreprise. Elles l'ont soit réalisé, soit de toute façon c'est intégré. Et aujourd'hui, les nouveaux sujets, c'est aussi la responsabilité sociétale qu'on va avoir. Ça fait combien de temps du coup que c'est à la mode, j'allais dire, ce nouveau métier? Quand est-ce qu'il a émergé? Pourquoi? Il a émergé au début des années 2000, D'accord. effectivement sur les sujets de crise au départ, mais très vite il s'est transformé dans des vrais sujets où il faut avoir un impact tout de suite opérationnel et managérial pour l'entreprise. Patrick En fait, Abadie, pour répondre à allez-y. votre question, il y a deux caractéristiques qui sont liées au management de transition. Le fait d'une urgence managériale. Il y a un trou dans l'organigramme, on a besoin de quelqu'un lundi prochain. D'une compétence, ouais. Exactement. Une compétence, on parle d'un manager expérimenté D'accord. qui a 20 ans, on parle de cadre dirigeant. D'accord, d'accord. Et donc une urgence de mettre en place quelqu'un rapidement et à côté un enjeu très important. Et évidemment, ces deux caractéristiques, on les retrouve très bien dans le monde de la crise. Et notamment, ce métier est né, alors c'est développé, je parle sous le contrôle de Benoît, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, mais est né en France, est arrivé en France au début des années 90, notamment sur la gestion de crise et du retournement et du restructuring des entreprises, parce qu'on retrouve bien ces deux caractéristiques. Donc ça veut Mais dire qu'en ce par moment, la suite, allez-y, terminez. lorsqu'un dirigeant d'entreprise veut transformer son entreprise, c'est urgent. L'enjeu est important et donc il nous appelle. Ce sont Et les en deux ce moment, on est en plein dedans. Et de plus en plus, La crise Covid, j'imagine, amène des entreprises à se poser la question d'une transformation, d'une urgence de la transformation. Vous avez beaucoup de demandes? Oui ou non? Bien sûr, et on a été les premiers impactés parce qu'il a fallu nous-mêmes qu'on se transforme pour adapter la façon dont on va intervenir sur les missions concrètement pour s'adapter à toutes les problématiques que le Covid a posées sur les missions. C'est la Dit mesure autrement, le pire imposée. pour nous, c'est une entreprise qui est bien gérée. 5% de croissance, un succession plan, tout est anticipé, il se passe rien. Il fusionne pas, il change pas d'actionnaire, il lance pas une nouvelle ligne de production, bref, tout va bien. Mais donc, qui fait appel c'est à notre, vous, ça, alors c'est notre cauchemar. Alors, ceux qui font appel à nous, Oui. c'est ceux qui vivent de la volatilité. À la hausse, hyper-croissance, comme dans le e-commerce, comme dans l'emballage aujourd'hui, comme dans l'économie numérique, digitale, aujourd'hui qui est en train d'exploser. Et puis, de l'autre côté, ceux qui nous appellent, c'est ceux qui vont pas très bien. L'industrie automobile, l'industrie Aéronautique aujourd'hui, bien oui, évidemment. j'imagine. Oui. Voilà. En fait, on parle de changement. Et dans le changement, globalement, les gouvernances d'entreprise, elles savent ce qu'elles ont à faire. Le problème, c'est la mise en œuvre. Et nous, on est les acteurs de la mise en œuvre de ce changement. Opérationnel. Opérationnel et managérial, à tous les jours, dans des cas urgents et importants. Alors comment vous trouvez votre matière première, j'allais dire Alors, on vos anticipe talents? les chaînes d'exécution. C'est-à-dire que nous, on est, en tout cas, je parle pour Whedon, on est en permanence en train de rencontrer des dirigeants disponibles immédiatement et on va évaluer et sélectionner les meilleurs de ces dirigeants pour pouvoir leur confier des missions. On est labellisé pour ça par Bureau Veritas Certification dans nos méthodologies et on opère, c'est la garantie de pouvoir être performant et assurer la qualité pour le client comme pour le manager. Mais c'est un métier, c'est un drôle de métier, j'allais dire, pour ceux que vous recrutez pour les placer sur telle et telle mission. C'est-à-dire qu'ils sont en attente d'une mission. Imaginons les 9 mois se terminent, ils peuvent rester comme ça à attendre que le téléphone sonne longtemps. Comment ça se passe, Patrick Abadie? Exactement. Alors, exactement ou pas. C'est-à-dire... Il y a ceux qui sont très recherchés, au contraire, ils ont un calendrier. Il y a les personnes qui sont managers de transition. Aujourd'hui, c'est un métier en tant que tel. Ça s'est professionnalisé. C'est-à-dire un cadre dirigeant qui, en deuxième ou troisième partie de carrière, se retrouve sur le carreau parce qu'il y a eu une fusion ou quoi qu'est-ce, et nous appelle. Et nous, on le scanne, on fait passer des entretiens, on prend des références, etc., etc. Et lorsque le client a besoin de ce type de compétences, on l'implique alors chez notre client et on sécurise la mission en faisant le suivi de la mission pendant les 9 mois, durée moyenne de cette mission. Ça veut dire que c'est des profils seniors, c'est ça? Alors, ce sont que des personnes qui, en général, aujourd'hui, ont plus de 45 ans, c'est-à-dire un certain nombre d'expériences. Et surtout, je crois que la grosse différence, c'est les soft skills. Le manager de transition performant, c'est celui qui est fondamentalement passé d'une logique de statut à une logique de contribution. C'est-à-dire? Contribution opérationnelle. C'est-à-dire tout simplement que c'est pas une problématique de carte visite, de nombre de fenêtres dans son bureau ou de voitures de fonction. C'est une problématique de comment résoudre le sujet qui aujourd'hui, et c'est ça qui les fait vibrer. Et c'est en ça, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a deux types de managers de transition. Il y en a qui en ont fait leur métier, c'est un vrai métier à part entière. Et il y en a quelques-uns dont on a évalué qu'ils ont les capacités soft skills de pouvoir s'adapter rapidement à ce type d'intervention qui est quand même, faut avoir une attitude de combat quand même, et qu'on sélectionne et qui sont simplement entre deux jobs. Mais vous demandiez, Thomas, comment
identifier le bon manager de transition disponible lundi, nous, chez Delville Management, on a fait le pari de structurer un club d'affaires qui porte le nom du cabinet, qui s'appelle le Club Delville, qui compte aujourd'hui plus de 450 dirigeants d'entreprise. Pour moitié managers de transition, et pour le reste, ce sont nos clients, c'est tout notre écosystème. Et pour revenir à la thématique de l'émission, c'est-à-dire l'impact sociétal que nous avons, on a fait justement un partenariat avec Entrepreneurs dans la ville, qui est une initiative de sport dans la ville, qui permet à des jeunes de quartier qui veulent lancer leur boîte de pouvoir trouver les relais, de pouvoir trouver les réseaux. Et donc, nous faisons le partenariat ou la liaison. Avec leur expérience, ils peuvent venir conseiller. Entre le manager de transition qui, entre deux missions, on en parlait tout à l'heure, peut avoir du temps et a envie de donner du temps, mais ne connaît pas les réseaux dans les quartiers. Et les autres, ces jeunes des quartiers qui ont la volonté de monter une société, mais qui évidemment ne connaissent pas ou n'ont pas les réseaux de ces managers de haut vol. Voilà. Vous êtes aussi chef d'entreprise, la RSE au sein de votre entreprise, au sein de votre cabinet Widen, ça signifie quoi? Je crois fondamentalement que la RSE aujourd'hui, dans sa globalité, est incontournable dans la plupart des entreprises en France. Nous-mêmes, on intervient pour des acteurs, en tout cas, on a fait le choix chez Widen d'intervenir pour des acteurs et on est spécialisé sur des entreprises de plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont concernées. On ne peut pas être aligné si nous-mêmes on n'est pas compliance. Ça fait depuis début 2020 qu'on travaille à l'interne chez Widen pour s'aligner au niveau RSE. J'ai signé pas plus tard que la semaine dernière le contrat cadre pour rentrer dans cette démarche. C'est un des 3 labels les plus importants en France et j'aurai le plaisir de vous annoncer dans quelques semaines qu'on est labellisé sur un label qui s'appelle Lucie, qui est sûrement connu de nos téléspectateurs. Et je pense que c'est une première en France, première entreprise de management de transition labellisée RSE. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat, c'était passionnant. On passe à la bonne idée du jour, ça s'appelle Impact Score. Bonjour Caroline Néron. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes déléguée générale du mouvement des entrepreneurs sociaux, coordinatrice du collectif Nous sommes demain, qui regroupe déjà 400 000 entreprises après seulement 2 années d'existence, donc c'est quand même pas mal. Et vous venez nous parler de l'Impact Score. On est en pleine actualité. Vous venez de lancer cet accélérateur de la transition écologique et sociale des entreprises. Déjà, c'est quoi? Comment ça marche? Alors, notre constat à tous les entrepreneurs réunis dans cette coalition Nous sommes demain, qui est une coalition de réseaux d'entrepreneurs, donc on trouve le CJD, le réseau Entreprendre, mais aussi bien les réseaux les plus pionniers de l'impact social et écologique, comme le mouvement des entrepreneurs sociaux que je représente, mais aussi des mutuelles, des coopératives, Bicorp, les entreprises à mission, tous ceux que vous connaissez et qui travaillent sur ces enjeux depuis quelques mois, quelques années. Notre enjeu, c'était de dire aujourd'hui, il faut accélérer la transition sociale et écologique des entreprises. Or, et donc pour ça, on a un seul moyen, c'est dépasser la RSE. On voit, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article ce matin qui est sorti dans les Échos, les étudiants de la finance, qui sont quand même un peu le cœur de l'entreprise, aujourd'hui, ils pensent que la RSE, c'est que de la com. Très simplement. Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Ouais. Et pourtant, ils sont 78% à penser qu'ils veulent s'impliquer dans la transition écologique de leur entreprise et qu'on peut faire bouger les modèles économiques pour ça. Donc il faut un moyen d'évaluer l'impact écologique et social d'une entreprise. C'est ça l'impact score. Et donc il faut trouver un moyen que les entrepreneurs, les entreprises qui ont envie de réellement faire une transition sociale écologique trouvent les bons indicateurs pour pouvoir avoir un chemin clair de transformation durable et pas le faire seulement à la marge de leur modèle, mais réellement le faire au cœur de leur modèle économique et de leur modèle organisationnel. C'est pour ça que tous les réseaux se sont fédérés pour se dire au-delà de nous, ce qu'on défend pour nous, qu'est-ce qu'on défend comme vision d'une autre entreprise qui existe, qui marche. Et cette autre entreprise, elle repose sur 4 piliers. L'impact social, l'impact écologique, mais aussi le partage. On va aller voir s'afficher d'ailleurs. Et le partage de la valeur. Ouais. Et la conviction de ces réseaux
qui ne sont pas les plus militants d'entre eux, mais qui sont dans la réalité des entreprises, c'est que le succès des entreprises françaises demain et d'un modèle d'entreprise française demain, il s'appuie sur ces quatre piliers. Indicateurs qui s'intéressent et qui s'adaptent à tout type d'entreprise, de toute taille. Exactement. On a vraiment souhaité faire un travail collaboratif pendant 2 ans pour trouver les quelques indicateurs qui marcheront pour toutes les entreprises, pour qu'elles aient toutes, une visibilité de ce qu'elles doivent faire, une possibilité de se comparer et une possibilité d'entraîner avec elles leurs parties prenantes, salariés, clients, partenaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit que les entreprises engagées qui se servent de cet indicateur, je veux dire, de cet outil de mesure, et pas les autres? Alors, on se rend compte, en travaillant sur ces indicateurs, que des entreprises qui ne se disent pas engagées, en fait, sont très bonnes sur des indicateurs. Et notamment des grosses PME ou des ETI de notre pays, qui n'en font pas beaucoup de marketing ou de communication, mais qui sont très performantes. Qui ont une bonne surprise en utilisant les indicateurs en question, c'est ça? Mais elles savent qu'elles le font. Ouais. Mais par contre, ce n'est pas un axe de communication. Donc l'enjeu, c'est de remettre un peu les pendules à l'heure et de permettre à chaque entreprise de pouvoir l'utiliser ou à ses propres enjeux, à ses propres fins, pour pouvoir se transformer et ne pas le rendre public, soit parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont finalement bonnes et qu'elles ont envie aussi de faire de la transparence vis-à-vis de leurs consommateurs. Et de leurs collaborateurs, peut-être aussi. Elles peuvent le mettre en transparence pour dire où elles sont très bonnes, ou elles doivent aussi s'améliorer. Et on voit que les entreprises qui aujourd'hui font la transparence renouent ce lien de confiance avec les consommateurs et sont en capacité finalement de faire beaucoup mieux que des entreprises qui veulent dire qu'elles sont parfaites sur tout. On voit très bien Veja, par exemple, une entreprise qui est particulièrement innovante, marque de basket, qui n'a jamais fait une publicité, qui a un succès phénoménal en France et à l'étranger, et qui a cet enjeu de s'améliorer et de le dire en transparence, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle ne sait pas faire. Et donc pour nous, c'est un outil pour renouer le lien de confiance entre le consommateur, le salarié, l'entrepreneur, l'entreprise. Un outil pour comprendre et voir le chemin. Et un outil aussi, bien sûr, pour les pouvoirs publics, parce qu'aujourd'hui, on a le plan de relance, 100 milliards injectés dans l'économie française. Est-ce que c'est 100 milliards sur des nouvelles filières, sur des nouveaux enjeux? Sûrement. Est-ce que c'est 100 milliards sur un nouveau modèle d'entreprise? Pas encore. Et l'enjeu, c'est aussi de pouvoir l'annexer peut-être à des engagements socio-écologiques. Et on travaille aujourd'hui tous les jours avec le gouvernement pour que cet impact score devienne potentiellement, à l'image du Nutri-Score, un score public. Eh ben, bon vent à votre impact score. Merci beaucoup, Caroline Néron. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain, 9h, midi, 20h30. Salut. À demain.